En même temps, ni Poutine, ni nous, les Russes, nous n'avons grand espoir de la part de Trump. On va mener la guerre jusqu'à la victoire, c'est sûr. Nous n'arrêterons pas avant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Douguine. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes docteur en sociologie et en sciences politiques, docteur en philosophie, fondateur de l'école géopolitique russe et du mouvement eurasien. Alors, au programme de cette émission, nous allons parler de la place qu'occupe la Russie dans un monde en pleine mutation. Nous verrons ce que vous pensez de l'Europe et de l'hégémonie américaine et si une alliance entre la Russie de Poutine et l'Amérique de Trump, pour reprendre vos mots, est encore envisageable. Nous parlerons de ce monde multipolaire souhaité par Vladimir Poutine, mais également Xi Jinping, et quel est son avenir. Et puis nous ferons une parenthèse sur les lumières sombres, ce courant américain porté par Curtis Yarvin et dont nous a parlé Alain Soral lors de mon entretien avec lui il y a quelques semaines. Mais pour débuter cette interview, vous êtes présenté par la presse française et les médias de masse comme étant, je les cite, un ultra-nationaliste, fasciste, néo-eurasiste et cerveau du Kremlin. Je suis certaine que je ne vous apprends rien, mais quelle est votre réponse à ces qualificatifs? Donc, c'est toute cette affirmation sont tout à fait fausses. Absolument fausse. Je ne suis pas ni l'un, ni l'autre, ni troisième, ni quatrième. Donc, c'est une vision purement, c'est la caricature, c'est la propagande politique que puis expliquer. Donc, je ne suis pas ni fasciste, ni nationaliste, ni ultranationaliste. Je suis antinationaliste dans tous les sens. Je ne suis pas cerveau de Poutine. Donc, c'est tout à fait tout ça, et dont l'image absolument pervers qui ne correspond à rien de mes idées, de ma personnalité. Mais pourquoi cette image tellement pervertie? Donc, on peut mieux comprendre ça si je vais dire quelque chose que je suis. Donc, n'étant pas ni ultra-nationaliste, ni cerveau de Poutine, ni fasciste, ni tout ça, je suis l'ennemi de la philosophie libérale. Je suis anti-mondialiste et anti-globaliste. Je conteste l'universalisme occidental. Je crois que il y a non seulement une civilisation occidentale moderne et postmoderne, mais il y a les civilisations et les cultures différentes qui ont tout le droit d'affirmer leur identité, leur vision du monde et défendre ça. Donc, je suis l'ennemi de système libéral qui aujourd'hui règne dans l'Occident, dans les États-Unis, surtout avant Trump, et bien sûr en Europe. Donc, si il y a quelqu'un qui défie, qui fait le défi par rapport au système dominant, libéral globaliste, il est immédiatement classifié comme ou l'extrême droite, ou l'extrémiste, qui donne les conseils aux dictateurs sanglants, et toute cette histoire. C'est la forme de la démonisation et criminalisation de ceux qui pensent autrement.
si j'ai écrit pas mal de livres, environ 100 titres, et dans tous ces textes, la grande partie de ces livres est traduit en français, en anglais, en italien, il y a les livres parus en Espagne, en Amérique latine, en arabe, en persan, en japonais, en chinois. Donc, si quelqu'un vraiment voudrait s'intéresser de mes idées, il ou elle immédiatement arrivera à la conclusion que nulle part dans mes textes je me pose comme le nationaliste, comme le défenseur du fascisme, ou jamais je ne présentais moi-même comme, disons, le conseiller de Poutine. Donc tout ça est absolument faux, absolument. Donc je ne devrais pas expliquer pourquoi je ne suis pas fasciste, parce que je ne l'ai pas. Et dans beaucoup de mes textes, il est bien apparent que je donne la critique des idées racistes, de tous les formes de nationalisme. Mais en même temps, j'ai expliqué pourquoi on me titre comme ça, pourquoi on m'appelle comme ça, parce que ce qui est vrai, et ce que je reconnais bien ouvertement, je suis l'ennemi. Je déteste l'universalisme occidental. Je ne crois en rien dans le discours libéral. Je crois que tout ça, c'est le mensonge. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai donné dans mes textes la généalogie de l'erreur libérale, l'erreur occidentale. Je déteste la modernité, surtout. Je suis en faveur de la tradition. Donc, si quelqu'un me haït en Occident, où tous les libéraux me haïssent, ce n'est pas, disons, la chose... ce n'est pas en vain. Donc, je suis leur ennemi. Tout n'étant pas ni fasciste, ni nationaliste, ni ultranationaliste, ni cerveau de Poutine, rien. Mais que je suis et que je reconnais de l'être. Je suis l'ennemi intellectuel, je suis le philosophe. Jamais je n'ai participé dans les actes de terrorisme, de la confrontation physique avec n'importe qui. Mais je suis le criminel des idées, parce que je crois que les idées dominantes, libérales, globalistes en Occident, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. C'est le pire qu'on peut imaginer. Je le déteste, je le critique, et donc cette critique-là revient contre moi dans la manière de, disons, de me démoniser, marginaliser, criminaliser. Donc, vous diabolisez. Diaboliser, absolument. Je suis, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un entre les libéraux, m'ont appelé le philosophe plus dangereux du monde. Donc, en ne participant à aucun confrontement physique avec n'importe qui, je suis qualifié et classifié comme le philosophe, le penseur plus dangereux. Peut-être je suis dangereux pour le système libéral parce que je ne crois pas au libéralisme, ni moderne, ni postmoderne, ni le libéralisme des origines. Donc, je ne suis pas d'accord avec la modernité
modernité occidentale, et c'est tout. Et donc... J'ai une question justement à ce sujet. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que ça fait partie finalement du processus de propagande qui est dirigé par l'Occident, parce que vous n'êtes pas le seul à être la cible justement de cette diabolisation. Vous êtes plusieurs penseurs, philosophes à être devenus en fait la cible et dont les écrits sont quasiment interdits. Mais ma question, une autre de mes questions, c'est que j'ai lu un entretien que vous aviez accordé à la revue Politique Internationale, c'était en 2014, et la journaliste, c'était Galia Ackerman, et vous avez déclaré dans cette interview, je vous cite, « Pour nous, les droits de l'homme, la démocratie libérale, le libéralisme économique et le capitalisme sont seulement des valeurs occidentales, en aucun cas des valeurs universelles. » Et moi, j'ai envie de vous demander quelles sont les valeurs que vous défendez et quelles sont les valeurs que défend la Russie. D'accord. Une seule remarque. Parmi les gens qui sont qualifiés comme les fascistes, les ultranationalistes, etc., parfois il y a les gens qui sont vraiment les fascistes, les ultranationalistes ou nationalistes. S'ils acceptent ça ou non. Mais c'est donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même situation. Il y a les gens qui sont accusés, ou qui tout simplement ont, disons, les idées nationalistes, fascistes et ultranationalistes, et je ne vois rien de mauvais dans ce cas. Je ne suis pas, moi-même, je ne suis pas ni fasciste, ni ultranationaliste. Je suis antiraciste, antifasciste et antinationaliste. Mais dans la même situation, tous les gens qui vraiment qui font défi au système libéral, ils sont on est mis tous ensemble dans cette catégorie, avec les gens qui vraiment en vérité professent cette idée, avec les gens qui ne le sont pas, disons, qui n'appartiennent absolument pas à cette catégorie. C'est donc, on ne peut pas dire que tous les gens qui sont accusés d'être nationalistes sont accusés en vain. C'est mon cas et le cas des autres personnages que je respecte, mais ce n'est pas tous. Donc, il faut faire la distinction. À propos de ces paroles, donc les mots sont miens. Je soutiens absolument aujourd'hui tout ce que j'ai dit jadis, qui a été publié dans la revue. Je ne partage absolument une seule valeur libérale. Je suis absolument contre la démocratie libérale, contre le droit de l'homme, contre modernité, contre athéisme, réalisme de la science moderne occidentale que j'interprète comme les valeurs régionales, en quelque sorte. Donc, c'est les valeurs occidentales, même capitalistes, libéralisme économique, tout ce qu'on veut aujourd'hui présenter comme les valeurs de l'humanité, qui est valeurs comme telles, universelles et humaines, je les considère d'être les valeurs qui appartient à l'histoire de la partie de l'humanité concrète dans la période historique concrète et rien de plus. Parce que avant la modernité, l'Occident avait les autres valeurs, et je crois que même dans la période moderne, il y a certaines ruptures entre les valeurs, on peut dire, modernistes de la modernité et de la postmodernité, parce que il y a certains principes se sont basculés dans le passage de la modernité
vers la postmodernité. Mais Occident, les libéraux d'aujourd'hui, ils veulent insister que tout ça qui a été fait en Occident, hier, avant-hier, aujourd'hui, c'est en quelque sorte le destin universel. Donc, même les libéraux d'aujourd'hui, ils jugent les valeurs libérales de hier comme les choses inacceptables. Et donc, c'est cancel culture. C'est l'idée de purifier le libéralisme de certains aspects qui appartiennent au passé, et aujourd'hui d'insister, les gens insistent, les libéraux d'aujourd'hui insistent que les libéraux de hier étaient aussi les nazis, les retards, etc., etc. Donc, il y a le processus de la épuration, ethnical cleansing, c'est l'épuration ethnique des idées même libérales par les libéraux de la génération suivante. Donc, il y a le procès de révision qui même est jugé universel, obligatoire au niveau occidental. Avant, on imposait, disons, les idées coloniales et racistes de la modernité d'origine. Aujourd'hui, on détruit, on abandonne de plus en plus cette modernité des origines en faveur de la modernité plus avancée. Donc, c'est le travail d'épurer, disons, les valeurs même libérales, en affirmant à chaque pas ce que les valeurs libérales, comme on les entend aujourd'hui, sont vraiment universelles par rapport à ce que on affirmait hier ou qu'affirment les autres civilisations. Donc, les libéraux nient ouvertement qu'il existe les civilisations au-delà de la civilisation occidentale moderne, contemporaine, actuelle. Quelles sont les valeurs qu'on défend en Russie aujourd'hui? Ce sont les valeurs traditionnelles. Qu'est-ce que c'est les valeurs traditionnelles? C'est les valeurs qu'on peut appeler prémodernes. Ce sont les valeurs qui étaient partagées par Occident lui-même avant de l'ère moderne. Donc, organisation spirituelle de la société, la religion, la foi, hiérarchie politique et sociale, sacralisation de tous les aspects de la vie, l'amour par rapport au Dieu, théocratie, l'empire, hiérarchie, disons l'idéalisme platonicien, aristotélien, la science basée sur les idées du monde sacré, sur la cosmologie sacrée, d'un type d'Aristote, de Platon. Donc, tout ce qui a été abandonné dans le passage de l'Occident traditionnel vers l'Occident moderne, toutes ces valeurs sont encore, il reste les valeurs, elles restent valides, elles restent importantes pour la Russie d'aujourd'hui parce que selon nous, selon les Russes, cette fois, je crois que la majorité absolue de la société russe pense que la tradition, ce n'est pas la chose à dépasser. C'est la tradition et les valeurs traditionnelles ils forment l'identité profonde de notre peuple, de notre société, de notre culture, de notre civilisation, et garder cette valeur traditionnelle, c'est le devoir des gens, et non pas innovation, non pas les dépasser et remplacer par les valeurs modernes. Et quand on
commence à faire, disons, l'analyse. Pourquoi dans la société russe aussi, pendant les derniers siècles, on a appris aussi certaines idées progressistes, modernistes, matérialistes, athéistes, on voit bien clairement qu'il s'agissait, et il s'agit encore aujourd'hui, de l'influence de l'Occident. Donc, ce n'est pas le développement organique et naturel de notre société, enraciné dans la culture chrétienne, byzantine, etc., et gréco-romaine, mais c'est l'influence de la modernité occidentale. Donc, ce n'est pas par notre propre volonté qu'on a imité, nous, les Russes, nous avons imité dans certaines époques certains modes occidentaux, mais c'était la pression. C'était la pression comme le colonialisme culturel en quelque sorte. C'est par la pression, par l'influence de l'Occident qui suit sa propre voie. Qu'on on a commencé d'imiter l'Occident. C'est très important. Et quand on remarque ça, on pose la question, est-ce que cette modernisation et occidentalisation était vraiment nécessaire ou c'était juste la manière de approprier certaines technologies pour rester souverain et indépendant par rapport à l'Occident lui-même. Donc, c'était en quelque sorte l'occidentalisation nécessaire et par les raisons de la défense. Je crois que avec cette analyse, on arrive à la conclusion très importante, c'est que la Russie ne partage pas cette idéologie ou cette religion du progrès, de l'homme, de la désacralisation de la société profane contre la société sacrée, qui était aussi, disons, la partie très importante de l'histoire de l'Occident lui-même et qui reste, disons, la tradition, la culture des autres sociétés qui ne sont pas les sociétés occidentales. La société russe, la société chinoise, la société indienne, la société islamique, la société africaine, la société latino-américaine. Donc, on peut faire le passage extrêmement important. À partir de l'affirmation, ce que la tradition, c'est le choix. La tradition et la modernité, ce sont deux choix. On peut choisir modernité, on peut choisir la tradition. Donc, l'Occident, c'est une civilisation parmi les autres qui a fait le choix en faveur de la modernité. Et les autres civilisations n'ont pas fait ça par leur volonté propre. La modernité était imposée à cette civilisation ou de manière coloniale ou comme la modernisation défensive, comme dans le cas de la Russie et la Chine. Donc, c'est une constatation historique du passé. Mais en même temps, on peut appliquer ça à tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la multipolarité, c'est le choc des civilisations, c'est BRICS, c'est donc l'humanité toute entière contre l'Occident moderne, postmoderne, qui aujourd'hui devient de plus en plus, disons, l'espace de la politique internationale et des affaires internationales. Mais comment expliquer justement que la Russie est en quelque sorte préservée par cet effacement des valeurs? Est-ce que ça vient du peuple lui-même, russe, ou du dirigeant? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque là on voit bien que l'Occident est en train de basculer, et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que cet effacement des valeurs, cette cancel culture, vient quand même
du nouvel ordre mondial et voulu par les globalistes. Donc comment la Russie se préserve de tout ça? C'est très intéressant ce que Pouchkine, notre poète plus grand du 19e siècle, une fois il a dit que dans la Russie, en Russie, nous avons une seule européenne, c'est l'État. L'État est européen, occidentalisé, et le peuple qui n'était pas européen, le peuple était russe. Donc, dans ce cas, il est bien clair que l'occidentalisation, le globalisme, le libéralisme provient de l'État ou des élites russes et provenaient dans les siècles précédents, et le peuple russe était le vrai porteur des valeurs traditionnelles. Donc, il s'agit de la différence entre les élites qui ont accepté l'universalisme occidental et le peuple qui suivait ses propres voies, ses propres orientations. Donc, parfois, dans notre histoire, un tsar, l'homme politique, un président choisissait quelqu'un entre eux, choisissait d'être aux côtés du peuple. Donc, et dans ce cas, il y avait le moment de la certaine harmonisation entre l'État et le peuple. On peut dire, on peut appeler ça, disons, les moments conservatrices, les moments conservateurs, quand l'État et le peuple coïncidaient dans cette défense de l'identité profonde voulue par le peuple et acceptée par les élites. Les périodes n'étaient pas extraordinairement rares. Ils n'étaient pas rares, mais ils n'étaient pas en même temps quelque chose qui est comme quelque permanent. Donc, il y avait certains les vagues, disons, oscillation, donc hésitation entre deux. Le peuple, c'était le constant qui toujours choisissait l'identité profonde, populaire, la tradition, les valeurs traditionnelles, et l'État, dans certains moments, était européen, occidentalisé. Dans les autres moments, s'approcher au peuple. Je crois que nous, aujourd'hui, maintenant, nous vivons dans le moment quand notre président Poutine se trouve dans la même onde, que le peuple. Donc, il y a coïncidence entre ce que le peuple veut et que le président accepte. C'est pourquoi on assiste à certaines homogénéations, disons, solidarité du peuple et du pouvoir. Aujourd'hui, dans le temps de Yeltsin, c'était pas comme ça. Dans le temps de Gorbatchev, ce n'était pas comme ça. Dans le temps de Brejnev, jusqu'à certains moments, oui, mais il y avait aliénation entre l'élite bureaucratique communiste et la société, l'aliénation. Dans l'époque de Staline, c'était la coïncidence aussi, comme dans le temps de Poutine. Donc, notre histoire, ce n'est pas linéaire, c'est l'histoire de acceptation de certaines modernités occidentales par les élites et le rejet de cette occidentalisation de la part du peuple ou modernisation forcée par un autre, comme par exemple dans la période soviétique quand l'élite bolchéviste a voulu d'imposer au peuple traditionnel les valeurs marxistes. Mais ils se sont changés, même dans les années
20, les années 30 du siècle précédent, parce que les communistes ont commencé comme les modernisateurs, et finalement on a abandonné, disons, l'agenda des communistes, premiers bolcheviques de Trotsky, et on s'est arrivé à, disons, l'affirmation de nouveau de certaines choses, des valeurs de la famille, disons, de certaines éthiques beaucoup plus traditionnelles par rapport, disons, les valeurs des premiers bolchevistes qui étaient révolutionnaires et nihilistes en quelque sorte. Est-ce que dans cette Russie moderne, on peut dire que Vladimir Poutine incarne l'homme de la situation, et jusqu'à quand d'ailleurs? Oui. Je crois qu'il est sur la même onde, comme je dis, que le peuple. Ce n'était pas le cas toujours parmi les dirigeants russes, mais je crois que c'est le cas personnel, individuel de Poutine, parce qu'il correspond à la demande. L'Occident a tort de considérer Poutine comme le dictateur qui impose sa volonté sur la société. C'est plutôt tout à fait le contraire. C'est la société, le peuple veut que Poutine devient quelque chose comme Staline. Poutine ne le veut pas absolument. Il est, je crois que subjectivement, il est plutôt le libéral modéré, occidentaliste. Il est vraiment européen au sens large. Peut-être même pas européen dans le forme extrême de ultra libéral, mais disons, il est plutôt le libéral conservateur quelque chose. Il est modéré, il appartient à la modernité et non pas à la postmodernité. Mais c'est au niveau subjectif. Mais en même temps, le peuple ne voit pas Poutine comme il est. Le peuple, la société veut considérer, d'interpréter Poutine comme Staline, comme le tsar, comme le représentant précisément des valeurs traditionnelles de la civilisation russe particulière, qui est fort, qui régit la pression de l'Occident et qui restaure la dignité et la gloire de la Russie éternelle. Donc, c'est tout à fait contraire quand on présente la situation en Occident, parce que le vœu est beaucoup plus, je voudrais dire, radical que Poutine. Notre peuple, notre société est beaucoup plus conservatrice, la société, notre peuple conservateur, que notre élite. Poutine est très modéré. Et je crois que c'est l'idée totalement fausse aussi d'attendre qu'après Poutine arrivera quelqu'un qui sera plus libéral. C'est très difficile à imaginer quelqu'un plus libéral que Poutine. Et vous pensez que justement en 2030, puisque ce sera la prochaine échéance électorale présidentielle, est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre viendra après Poutine? Non, je crois que Poutine, c'est en quelque sorte comme tsar. Mais disons, la longueur de la vie humaine est quand même limitée. Donc, Poutine n'est pas immortel. C'est ça, c'est la seule chose que je voudrais dire. Non, je ne crois pas que les élections vraiment sont importantes en Russie, parce que il y a un consensus total, je voudrais dire, que Poutine c'est le mieux, le nécessaire, et en tant que le scène est vivant, il sera élu et réélu, etc. Lui est pour toujours, mais il y a certaines limitations organiques dans l'espèce humaine qui ne peuvent être dépassées. Donc, je crois dans ce cas, j'ai en vue seulement cette situation, ce que tôt ou tard,
Poutine sera remplacé. Et celui qui viendra après lui sera beaucoup plus radical, illibéral, anti-occidental que Poutine. Absolument sûr. C'était non pas par ses penchants subjectifs, mais par la demande de la société, parce que la société demande quelqu'un comme Poutine est plus fort que lui. Donc, Poutine est la figure de consensus parce qu'il a déjà, il a transformé la Russie en décadence presque totale de l'époque de Yeltsin dans la Russie actuelle, plus forte, plus consciente de soi-même, plus indépendante, plus libre et plus occidentale. Parce que Occident est considéré dans les yeux de peuple russe comme la peste. C'est quelque chose de toxique totalement. On ne reconnaît aucunement nous-mêmes dans l'image de l'Occident. Tout ce que ça se produit en Occident nous inspire aversion profonde, donc on méprise ça, on déteste ça, on rejette ça. Cette immigration sans aucune limite, sans aucune forme culturelle, sans assimilation, d'intégration des émigrés. On déteste la politique de genre, on déteste post-humanisme, transhumanisme régnant aujourd'hui en Occident. On déteste tout. Nous ne voulons pas ça. Notre gouverneur, notre leader, ils sont obligés d'attendre le peuple. Peut-être, personnellement, ils seront en faveur de rapprochement avec l'Occident, mais ça signifierait immédiatement la perte de soutien populaire. D'un point de vue économique, comment se porte la Russie actuellement? Alors, selon l'agence de statistiques russe Rosstat, le PIB du pays a enregistré une croissance de 4,1% en 2024. Et pourtant, le Courrier international, en date du 6 août, cite le quotidien Izvestia, un journal proche du Kremlin, nous dit-il, qui évoque une économie russe étouffée, je les cite, par la hausse des coûts, la pression fiscale et l'affaiblissement de la demande dans le contexte de la guerre en Ukraine, en citant d'ailleurs la fermeture de 141 000 entreprises sur la première moitié de 2025. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En tout cas, réagir à ce que je viens de vous dire et nous dire sur l'économie russe. Tout d'abord, je crois que généralement, notre économie, grâce aux sanctions, prospère aujourd'hui parce que on est commencé finalement de s'occuper de haute technologie, des secteurs industriels. Plus on se concentre sur l'industrie, sur l'économie, sur la production, sur l'innovation, et non pas prend comme c'était le cas avant opération spéciale militaire de l'Occident. Donc, on menait la vie économique parasitique en participant de division de labeur internationale. On faisait, disons, pétrole, on donnait pétrole et le gaz, et on recevait tout ce qu'on a eu besoin sans faire l'effort. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On est obligé de travailler, de vraiment sur la croissance économique, et ça a donné les résultats extrêmement positifs. On a découvert aussi
le grand marché asiatique de la Chine, de l'Inde. Aussi, on a commencé à développer les liens avec le monde islamique, africain et latino-américain. Donc, on a cette séparation de l'Occident collectif a donné tellement de bien par rapport à l'économie russe, c'est très difficile de surestimer, disons, les résultats positifs. Il ne s'agit pas de la propagande. On voit ça chaque jour parce que pendant 3 ans, plus 3 ans et demi de la guerre et des sanctions sévères et terribles, disons, les produits sont tout là. Personne ne remarque aucune différence par rapport à période précédente, mais avec la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la majorité absolue des produits sont russes, sont produits en Russie ou au-delà de l'Occident. Donc, on s'est adapté parfaitement aux conditions nouvelles et on a tiré le profit de ça. L'autre chose, c'est la politique, disons, purement libérale de notre banque centrale qui continue de suivre les préceptes purement libéraux. Donc, je crois que ça dérange un peu, disons, le processus de cette intensification de l'économie russe, parce que on est, malgré toutes ces pressions de l'Occident, on reste, certaines élites économiques restent financières et restent libérales toujours. Ouais. En parlant justement de la guerre en Ukraine, on va évoquer la possible fin du conflit. En tout cas, il était question il y a quelques mois, c'était en mai dernier, de pourparlers entre Trump, Poutine et Zelensky. Des pourparlers qui reviennent là à l'ordre du jour alors qu'on est en train d'enregistrer, on est le 8 août. Alors des pourparlers qui sont à l'ordre du jour suite à la visite de Steve Witkoff à Moscou. Une rencontre tripartite va vraisemblablement avoir lieu ou peut-être pas. En tout cas, elle est démentie côté russe, elle est annoncée côté américain. Une rencontre entre Trump et Poutine, elle aura vraisemblablement lieu. Avec Zelensky, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand Trump est venu au pouvoir, j'avais beaucoup d'espoir parce que les idées qu'il professait, les gens qui l'entouraient, la stratégie qu'il annonçait, tout était en contradiction direct par rapport au globalisme, au mondialisme et même à la stratégie des néoconservateurs américains. Donc, c'était appelé MAGA, Make America Great Again. Et quand j'ai analysé ça dans mon livre qui s'appelle La révolution de Donald Trump, l'ordre des grandes puissances. Donc, j'ai vu dans Trump, dès son arrivée à ce second terme présidentiel, beaucoup de promesses, beaucoup de choses qui pourraient faciliter les relations de la Russie avec les États-Unis, la communauté des valeurs, la tradition contre woke, contre contre politique de genre. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau idéologique et même au niveau géopolitique, parce que Trump était contre les globalistes, et il appelait ça Deep State, l'État profond. Et, finalement, il a annoncé qu'il désormais
qui veut se concentrer sur les problèmes domestiques, disons, la politique intérieure, et abandonnerait à interventionnisme, disons l'appui, la promotion de la soi-disant démocratie, etc., etc. Donc c'était en quelque sorte le système des valeurs, des idées, des stratégies qui était totalement accepté par MAGA, et Trump a placé les gens de ce type de MAGA dans le point central, comme son vice-président et les autres. Donc, tout semblait d'être très sérieux, tout ça. C'était non seulement le slogan de la campagne électorale, au moins, tout avait, disons, l'image, l'air d'être sérieux. Mais à partir de participation de Trump dans la guerre contre l'Iran, son appui inconditionnel, son appui à Israël, l'idée qu'il a obstiné, refusé de publier le liste d'Epstein. Donc, il commençait très vite de s'éloigner de cette stratégie originelle de MAGA. C'était aperçu immédiatement par les gens de corps de sa base, des gens qui l'entouraient, et il commençait de dire que Trump est le traître. Il a trahi MAGA. Ça a influencé aussi, disons, les relations entre les États-Unis et la Russie, parce que si MAGA originel, Trump originel, a déclaré que c'est la guerre de Biden et non pas la guerre de Trump, ce qu'il ne veut pas supporter plus l'Ukraine, le régime de Zelensky, et avec ce changement dans les autres camps de sa politique, en même temps, Trump a commencé de s'approcher des néocons comme Lindsey Graham et les autres, et finalement sa politique est devenu très proche aux néoconservateurs, à Deep State, à l'État profond, interventionnisme, la démonisation des autres. Et dans ce changement très sérieux de ses propres idées originelles, il a transformé son attitude par rapport à la Russie, et il continuait donner l'aide à Ukraine, et finalement il s'est éloigné de Trump originel, de Trump de MAGA, et MAGA s'en est aperçu. Donc, il ne s'agit pas seulement de notre vision de la part de la Russie, il s'agit aussi de certaines attitudes profondément changées aux États-Unis eux-mêmes. Donc, je crois, dans cette situation, aujourd'hui, en août, je ne crois pas que le Trump actuel, qui est considéré comme le traître par rapport à MAGA, pourrait proposer quelque chose vraiment sérieux à la Russie. Mais quand même, je crois que finalement, il n'est pas le globaliste, mondialiste convaincu. Quand même, elle est beaucoup plus volatile, elle est beaucoup plus étrange. Et donc, dans cette manière de mener la politique étrangère
assez bizarre qui, comme Trump fait peut-être par quelque chance ou par quelque par quelques circonstances secondaires, on pourrait avoir l'espoir, on pourrait avoir l'espoir de ce qu'on peut quand même conclure quelques agréments, quelques conclusions, quelques accords par rapport à l'Ukraine. Mais ce n'était pas taken for granted. Ça n'est pas assuré. C'est donc ça peut arriver ou non. Donc parce que Trump devient de moins en moins prévisible, je voudrais dire. Sa politique commence d'être un peu irrationnelle, bizarre, et il change ses opinions, ses déclarations, ses tarifs, ses menaces, il change tout ça chaque jour. Donc aujourd'hui, normalement, il devrait dénoncer ce que après ces mots précédents. Aujourd'hui, la Russie qui n'a pas cessé, disons, le combat sur la terre, aujourd'hui, Trump devrait punir, comme il a promis la Russie, parce que Poutine n'a pas pris ses paroles au sérieux. Peut-être il y aura quelque chose, peut-être rien. Donc personne ne sait, parce que Trump change ses avis chaque jour. C'est quelque chose très très étrange, parce que il semble qu'il n'a pas de mémoire de ce qu'il a dit quelques jours, quelques mois avant. Donc c'est quelqu'un, disons, la politique assez bizarre, imprévisible à mon avis. Mais finalement, tout peut arriver. Je ne crois pas que maintenant il y a les conditions pour se revoir Trump, Poutine et Zelensky. Mais je sais, cette fois, c'est sûr, ce que Poutine, avec grand plaisir, rencontrerait Trump pour parler avec lui, pour échanger. Est-ce que justement, pardon Alexandre, est-ce que justement le fait de dire que Poutine rencontrerait avec grand plaisir Trump, est-ce que c'est pas une attitude un peu naïve tout de même? Est-ce qu'on peut pas s'interroger sur ça? Après toutes les menaces qui sont proférées, après voilà, au départ il devait y avoir justement des pourparlers au mois de mai, puis là c'est reporté. Est-ce que c'est pas une attitude qui est naïve et qui est peut-être un peu faible quand on est dans un contexte de guerre comme ça? Je ne sais pas. Je crois que Poutine est très sûr de lui. Je crois qu'il ne considère pas Trump que vraiment quelqu'un de dangereux. Parce que si la manière de se conduire de Trump n'inspire pas la peur. Poutine n'a pas peur par rapport à Trump. Peut-être il veut avoir les rapports directs avec lui, que serait beaucoup mieux que à travers les gens qui l'entourent et qui aujourd'hui sont, pour la plupart, sont les néoconservateurs. Parce que je crois que entre ces deux leaders, qui sont assez forts. Poutine, c'est sûr, est très fort comme l'homme politique, et Trump qui prétend d'être fort, qui veulent sembler. Je crois qu'entre eux, disons, la manière disons, des relations pourrait être tout à fait positive. Non pour arriver à conclusion, mais pour, disons, discuter
la situation réaliste, hein, parce que je crois que Trump n'a aucune idée qu'est-ce que c'est l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe là-bas. Ces idées à propos de l'Ukraine sont tout à fait incorrectes, superficielles. Donc, par exemple, Poutine, quand Poutine donnait l'entretien à Tucker Carlson, il a dédié plus qu'une heure à expliquer certains aspects de l'histoire russe, parce que personne en Occident le sait. Je crois que cette leçon de l'histoire, disons, ce dialogue historique sera très utile par rapport à explication de la situation de la guerre, des raisons qui ont mené à cette guerre. Donc, ce n'est pas superficiel. Et Trump commence de comprendre, de faire l'idée qui c'est un peu plus compliqué qu'il pensait auparavant. Mais je crois que en même temps, ni Poutine ni nous, les Russes, nous n'avons grand espoir de la part de Trump. On est très sobre dans ce c'est réaliste dans ce cas parce que mais quand même et parce que Trump est vraiment mu par les émotions. Il peut arriver qu'il donnera les situations en Ukraine, disons le regard plus réaliste, je voudrais dire, et plus sérieux qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas notre seul espoir. Notre espoir est à nous-mêmes. On veut renforcer notre défense, notre armée, notre économie, notre industrie. Donc, je crois que la Russie aujourd'hui a décidé bien sérieusement de se concentrer sur elle-même. Donc, c'est très important. Et aucune relation internationale peut nous faire changer l'opinion là-dessus. Donc, on a choisi d'affirmation de la Russie comme la civilisation particulière, comme l'État civilisation, et c'est, disons, la tendance à long terme. Ce n'est pas, disons, le juste slogan, mais dans cette situation, donc on va mener la guerre jusqu'à la victoire, c'est sûr. Et nous n'arrêterons pas avant avoir reçu cette victoire est absolument sûre pour tout le monde. Donc, il ne s'agit pas de recevoir le cadeau de la part de Trump, de l'Occident. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous mènerons la guerre jusqu'à bout. Mais finalement, Poutine montre, disons, d'accord de parler avec Trump ou avec l'Occident, de changer les opinions et d'expliquer comment nous voyons la situation et pour connaître comment l'autre côté voit cette situation au niveau où il y a les vraies décisions. Si les décisions sont vraiment faites au niveau de Trump, ce qu'on commence à douter. En tout cas, il est encore important qu'il y ait de vraies discussions entre les deux pays qui sont de grandes puissances. Mais vous vous interrogiez tout à l'heure sur le comportement de Donald Trump, qui est très versatile, qui n'arrête pas de changer. Alors, est-ce que Donald Trump, il est vraiment, vous avez même parlé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, de trahison envers MAGA. Est-ce qu'il est réellement dans une stratégie où il est soumis à un lobby? Alors, est-ce qu'il est soumis à l'État profond? Ou bien, j'irai jusqu'à vous poser la question, est-ce qu'il est soumis au lobby sioniste et notamment à l'AIPAC?
C'est ce qu'affirme aujourd'hui la grande majorité des gens, des partisans de Trump. Ils l'accusent de trahir, disons, le MAGA en faveur de l'AIPAC, des sionistes. Je ne crois pas qu'il est tellement simple la situation. Ce qui est sûr, que Trump a abandonné la cohérence de MAGA. Il a commencé d'être très conséquent plus que les autres hommes politiques, parce qu'il a élaboré, disons, la vision stratégique, comment détruire l'État profond, comment recentraliser les intérêts américains sur l'État national contre le globalisme. Donc, tout a été assez harmonieux, assez cohérent, je voudrais dire. Et précisément, c'est dans le cas de Moyen-Orient, le support inconditionnel de génocide des Palestiniens à Gaza, que Trump a commencé de s'éloigner de cette vision, parce que c'était la contradiction, non pas précisément, c'est la question de sionisme disons de AIPAC, mais Trump commençait de se conduire en opposition, en contradiction avec ses propres principes de non-interventionnisme, non donner à l'aide aux autres pays peut-être alliés, mais qui ne sont pas la partie organique des États-Unis. Donc, il a déclaré une chose, et après cette situation terrible et dramatique à Gaza, il a changé cette position. Donc, il a abandonné le principe. Et quand il a abandonné le principe par rapport à Israël, à l'Iran, à Moyen-Orient, donc, disons, cette cohérence a été perdue. La majorité des peuples qui soutenaient Trump, ils se sont venus à la conclusion qu'il s'agit précisément de lobby sioniste aux États-Unis, de l'AIPAC, etc., etc. C'est ce qu'ils disent. Mais je crois que Deep State, l'État profond, est quelque chose de plus compliqué, plus sérieux. Donc, on ne peut pas réduire tout ça seulement au sionisme à AIPAC, et quelque chose se passe, ou s'est passé déjà, ou se passe aujourd'hui, plus sérieux, qui n'est pas tellement facile à expliquer. Donc, je crois que le lobby sioniste joue certains rôles dans ça, mais je crois que l'État profond, c'est cette réalité beaucoup plus compliquée, beaucoup plus, disons, complexe, beaucoup plus difficile à élucider. Mais en même temps, je crois que par exemple, la situation de l'Ukraine n'a rien à voir avec les intérêts de Netanyahou, d'Israël ou d'AIPAC. Mais en même temps, on voit que les néoconservateurs qui veulent que Trump continuerait l'appui à Zelensky, ils sont aussi, ce sont exactement les mêmes personnages qui soutiennent Netanyahou. Mais si on peut expliquer, par exemple, leur soutien à Netanyahou par certains liens chrétiens sionistes ou quelque chose dans ce genre, rien de ça existe dans le cas de l'Ukraine, parce que les Ukrainiens sont chrétiens orthodoxes et c'est le même peuple que nous. Donc, on ne peut pas expliquer l'Ukraine comme ça. Donc, je crois qu'il y a les autres motivations, les autres forces qui agissent dans la politique de l'Occident. Par exemple, en Europe d'aujourd'hui, où ce sont au pouvoir les libéraux de gauche, et ils sont contre
Netanyahou, par exemple. Il menace de reconnaître l'État palestinien. Donc, c'est quelque chose, on ne peut pas dire que c'est l'État profond, c'est une et même chose composée par les sionistes. C'est quelque chose, la réalité est plus compliquée, à mon avis. Je ne sais pas si déclarer reconnaître un État palestinien, c'est être contre Netanyahou. Hein, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en France, chez nous, où Macron a dit que dès la rentrée, là, dès septembre, il allait demander la reconnaissance de cet État palestinien. On s'interroge quand même en France, et notamment sur la présence et le pouvoir du lobby sioniste. Mais est-ce qu'en Russie, par exemple, ce lobby sioniste existe? Et si je vous pose la question, c'est parce que Trump a reçu à 2 reprises Benjamin Netanyahou à Washington, alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Est-ce que Poutine aurait pu le recevoir lui aussi à son tour, par exemple? Le lobby sioniste en tant que tel n'existe pas en Russie. Il y a beaucoup de juifs russes qui se sont émigrés en État Israël. Certaines parties d'eux, la majorité d'eux sont anti-Poutine, donc ils sont russophobes, anti-Poutine. Donc je ne crois pas qu'il existe, disons, la continuité entre les juifs russes en Israël, les relations entre Israël et la Russie, qui pourraient être considérées comme lobby. Il y a certains personnages très patriotiques en Russie, comme Vladimir Solovyov et des autres personnages qui se déclarent d'être sionistes, mais patriotes contre l'Occident, contre Ukraine, contre Zelensky, mais qui en même temps se déclarent sionistes. Ils ne sont pas très puissants, ils sont estimés, ils sont respectés en Russie parce qu'ils sont patriotes russes finalement, mais qui ont certaines positions particulières par rapport à Israël, parce que notre politique officielle est contre génocide à Gaza. Donc, en même temps, Poutine n'a pas rompu les relations avec Netanyahou. Ils ne peuvent pas être considérés comme son ami, disons comme dans le cas par rapport au cas de Trump, mais en même temps, je crois que la Russie se trouve aux côtés des Palestiniens, de l'Iran, de Houssites. Donc, c'est la position officielle. Et en même temps, en faisant la comparaison entre cette position officielle pro-iranienne, pro-islamique, pro-palestinienne, en même temps, Poutine, c'est de garder les relations plus ou moins normales, plus ou moins non pas amicales, mais non vraiment non hostiles avec Netanyahou. C'est une position très particulière. Poutine se veut être au-delà, disons, de deux camps, mais disons en majeure partie aux côtés des forces anti-sionistes. Trump a commencé dans la position plus ou moins symétrique. Il voulait être au-delà de conflit, mais avec c'était en symétrie de Poutine, plutôt en faveur d'Israël, mais aussi en ayant les relations avec les autres côtés. Et finalement, il s'est basculé d'être, le partisan, le support absolu, inconditionnel d'une seule force aux côtés d'Israël. Et Poutine n'a fait pas ça. Et il n'est pas basculé aux côtés iraniens, aux palestiniens, il est plutôt
à faveur d'eux. Et c'est la position officielle, mais en même temps sans rompre les relations avec Netanyahou, sans devenir, disons, la force directement directement engagée dans le combat direct. Et Trump perd cette position, disons, de l'arbitre, en quelque sorte. Et Poutine garde cette position de l'arbitre. Mais d'autre côté, Poutine est beaucoup plus engagé bien sûr, dans la guerre de l'Ukraine. Et Trump, aujourd'hui, se décide ou redevenir comme Biden, de figure combattante, disons la force qui est totalement engagée du côté de Kiev dans la lutte contre la Russie, ou garder les distances. Ce n'est pas encore précisé, et je crois que précisément où on est aujourd'hui, Trump hésite de faire la même chose qu'il a fait par rapport à Netanyahou pour être engagé directement aux côtés d'Israël contre les forces de la résistance au Moyen-Orient, ou fait la même chose par rapport à Zelensky, a déclaré que c'est aujourd'hui la guerre, non pas seulement de Biden, mais la guerre en Ukraine et aussi la guerre de Trump, ou garder certaines distances et donner la possibilité aux Ukrainiens de se débarrasser des Russes eux-mêmes, de nous, ou avec l'appui de l'Europe. Je crois que Trump balance aujourd'hui et les néoconservateurs le pousse vers la position radicalement russophobe. En tout cas, l'attitude de Poutine, de ce que j'entends, relève plus de la diplomatie finalement que celle de Trump. Je voudrais qu'on aborde ensemble les lumières sombres. Les lumières sombres, j'ai reçu il y a quelques semaines Alain Soral, et il avait évoqué la possible fin du bipartisme aux États-Unis, avec donc la création d'un nouveau parti qui créerait donc une vraie fracture. Et donc il a parlé de ces lumières sombres. Alors je suis allée un peu me renseigner. C'est vrai que ça fait quelques mois que les médias français en parlent, avec un nom qui revient d'ailleurs tout le temps, c'est Curtis Yarvin. Youssef Indy aussi, parce qu'en tapant, je suis tombée sur sa dernière vidéo, là, comme on est le 8 août, il en parle également. Alors, qui est ce Curtis Yarvin? Visiblement, c'est un informaticien américain qui est devenu un peu le philosophe de ce courant. On le présente un peu comme l'homme qui murmure à l'oreille du président. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est que les lumières sombres, Alexandre? Intéressant, c'est que Macron, quand il a visité il y a quelques mois la Grande Loge de France, il a évoqué le lumière sombre comme l'idéologie illibérale qui représente pour la maçonnerie européenne, pour la démocratie libérale, tellement chère à Macron et aux Européens globalistes, représente, disons, le vrai danger, le nouveau danger idéologique. Donc, Macron, la franc-maçonnerie de Grande Loge et les libéraux européens, ils sont, il pense qu'il s'agit de certaines menaces, dangers assez sérieux. Idéologie. Qu'est-ce que c'est cette idéologie? Cette idéologie se base sur une idée que le libéralisme, l'idéologie libérale, c'est en quelque sorte obstacle au progrès technique et non pas la condition nécessaire. Donc, l'idée dans la lumière
maçonnique. Disons, le progrès technique et le progrès dans la politique du genre, le transhumanisme et transgendérisme, c'est la même chose. Plus les homosexuels se sentent bien libre, disons progrès, plus des immigrés, plus des homosexuels, plus de transgenres, plus transhumanisme, plus, disons, progrès technique. Donc, c'est équation de la lumière illuminée, la lumière, disons, ancienne. Et la lumière sombre, c'est idéologie que sépare deux choses. Disons, cette normalisation des perversions liées au libéralisme de gauche et le progrès technique, informatique, etc., etc. Donc, d'où la thèse que on peut accélérer le progrès technique s'il n'y aura plus les libéraux qui sont juste obstacles dans la voie de progrès, dans l'obstacle dans la voie vers singularité, vers intelligence artificielle et disons le nouveau horizon, nouvel horizon de progrès technique proprement dit. Donc, le libéralisme doit être détruit parce que il n'est pas progressiste, il est juste obstacle. Donc, on peut revenir à certains dans le contexte purement postmoderne, dans la version de ontologie des objets, il y a la tendance qu'on appelle le réalisme spéculatif, ontologie orientée pour les objets. Donc, cette idée, on doit séparer l'homme, le libéralisme, ce sont l'homme pervers, mais quand même les hommes. Et donc, il faut dépasser la lumière maçonnique et libérale par la lumière sombre qui devra être en quelque sorte la caricature postmoderne sur les valeurs traditionnelles, sur la monarchie, disons, les hiérarchies sociales, etc., etc. Donc, il faut poser au pouvoir l'élite, l'aristocratie technocratique, qui sera la nouvelle aristocratie, avec quelques leaders charismatiques comme le Trump ou Vance ou quelqu'un d'autre, qui serait le roi américain, sans débarrasser, disons, des républicains, des démocrates, qui sont les porteurs de cette lumière vieille, disons, européenne, humanitaire, humaniste en quelque sorte, de plus en plus en décadence. Mais quand même, il faut restaurer un Moyen-Âge technocratique, parodique, illibéral, pour en finir avec l'humanité. Précisément, ce qui est intéressant, c'est le lumière sombre, c'est l'idéologie assez cohérente parce que selon cette idéologie de la lumière sombre, anti-humanisme était déjà impliqué, était déjà présent aux sources même de l'irréalisme. Ce que le nihilisme et anti-humanisme était déjà la partie de l'héritage de la lumière, mais humanisme ne pouvait pas accepter, en reconnaître. Donc, c'était anti-humanisme
masqué. Et aujourd'hui, il est temps, selon les représentants de la lumière sombre, de détruire cette masque, d'éclairer les choses intéressantes. Ce que la modernité capitaliste et satanisme, le capitalisme dès le début, la lumière de début était le projet anti-humain, satanique, purement technique, orienté pour faire la révolte de la matière contre l'esprit. C'était déjà déclaré au début de libéralisme, mais le personnage qui défend le meilleur sombre, il dit il faut le reconnaître, il faut être brave, il faut être clair et se débarrasser, disons, des masques et déclarer la modernité comme le projet de Satan qu'on doit aujourd'hui mener jusqu'au bout. Et donc remplacer l'humanité par les espèces post-humaines, par les objets libérés du sujet. Et donc c'est assez, en quelque sorte, c'est l'idéologie de l'antéchrist mise à nu, sans l'éthique, soi-disant, sans la morale de la lumière maçonnique. C'est la même chose, c'est la même lumière, mais disons exposée d'une manière beaucoup plus réaliste, je voudrais dire, beaucoup plus transparent. Donc on ne cache plus, disons, la nature satanique de la modernité, et on affirme que arriver le projet de la modernité au but, il faut s'en débarrasser, disons, de cette moralité libérale qui aujourd'hui empêche à faire le dernier pas vers le royaume total de Satan, et donc anéantir la terre. C'est un peu punk, je voudrais dire, cette idéologie. Elle a basé sur les sources de Quentin Meillassoux, de Graham Harman, de François Laruelle, certains philosophes de réalisme spéculatif et certains non-conformistes noirs et purement anti-humaines, drogués et drug addicts, et c'est le mélange, cette mélange de réalisme spéculatif, nihilisme traditionnel, dégagé déjà par Nietzsche, Heidegger, exposé. Donc, mais sans cette couverture moraliste de la lumière maçonnique, macronienne, Starmer, de Merz. C'est en quelque sorte épatage aussi. Curtis Yarvin a uni, a rassemblé ces éléments. Je crois que plus ou moins la même idée est partagée par Peter Thiel, par Elon Musk, par J.D. Vance. C'est alliance. Nick Land est beaucoup plus sérieux. Son livre sur Fanged Nomen, avec les dents, c'est assez curieux, assez drôle et assez cohérent. Donc c'est en quelque sorte le même satanisme comme dans le cas des libéraux, mais ouvert, non pas masqué, et en même temps provoquant, disons, comme l'image correcte, et non pas améliorée qu'on l'élite dominante voit dans le miroir. C'est en quelque sorte le miroir que ne ment pas posé devant les élites globalistes. Ils regardent avec l'horreur
la lumière sombre, mais la lumière sombre, c'est eux, et non pas leur alternative. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est le parallèle que vous avez fait parce qu'on est parti des États-Unis et finalement, vous avez commencé par Emmanuel Macron. Et quand on relit tous ces points, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est ce qu'il a toujours préconisé, Emmanuel Macron, c'est-à-dire rester le plus longtemps possible. On l'appelle d'ailleurs, on le surnomme, la presse française l'a surnommé Jupiter. Donc c'est peut-être pas pour rien. Et là, il faudrait peut-être reconnecter tous ces liens-là. Et c'est très intéressant parce qu'on était parti sur les États-Unis, mais effectivement, là, c'est plus un projet mondial et peut-être que l'État profond est derrière. Je voudrais, puisqu'on parle de ce projet sataniste, vous avez écrit là tout récemment, il a été publié, je pense, le 6 août, un article sur le site multipolarpress.com. Vous êtes revenu en fait sur les déclarations de Tucker Carlson et j'aime bien qu'on va opposer le blanc et le noir, on va opposer les anges et les démons. Alors cet article s'intitule Tucker Carlson révèle le plus grand secret de l'Ouest. Ils sont possédés par des démons. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous avez été en tout début d'émission, j'ai un peu rappelé tous les qualificatifs dont on vous a affublé, mais il y a aussi autre chose dont on n'a pas parlé, c'est que vous avez été longtemps, et vous l'êtes peut-être encore, accusé d'occultisme. Et cet article... Oui, mais non, je ne suis pas occultiste. Si je serais occultiste, je le reconnaîtrais. En tout cas, c'est quelque chose qui vous colle à la peau par votre détracteur. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que dans cet article-là, et ça, je conseille à tout le monde d'aller le lire, et je le conseille encore plus à vos détracteurs, parce que là, on en apprend encore plus sur vous, sur votre pensée, et justement, vous parlez de religion, vous parlez des anges. Alors, vous commencez comme ça. Récemment, Tucker Carlson a déclaré que l'Occident était gouverné par des entités surnaturelles venues de l'enfer. Beaucoup se sont demandé comment interpréter cela. Beaucoup plus loin, c'est un long article que je conseille vraiment à tout le monde de lire et je pense qu'on le mettra, on mettra le lien dans la description. Je prends juste un paragraphe et puis après je vous laisserai réagir, dans lequel vous dites, dans ce contexte, Tucker Carlson voulait dire que derrière la civilisation occidentale ultralibérale moderne, outre les décisions, la volonté et les choix humains, se cache un autre facteur, la conscience des anges déchus. Cette conscience se manifeste avec clarté croissante au cours de l'histoire. C'est pourquoi, lorsque l'on observe les dirigeants occidentaux d'aujourd'hui, il est difficile de se défaire de l'impression qu'ils sont tous possédés. Pour formuler une hypothèse sur qui les possède, nul besoin de reptiliens ou d'extraterrestres. Ils sont possédés par des démons. Un démon est une entité familière bien connue et bien comprise. La possession par des démons est tout à fait caractéristique. Votre article est en anglais, mais on peut le traduire aisément. Ce qui est intéressant, c'est que c'est étrange. Il y a les occultistes ou certains ésotéristes qui font le mélange entre la tradition et, disons, les idées tout à fait modernes. René Guénon a montré quel est le trait essentiel des occultistes, des théosophistes, des spirites, qui consiste précisément dans le mélange des idées traditionnelles qui appartiennent à la religion traditionnelle établie, et, disons, les idées de la modernité européenne. Et quand on fait ce mélange-là, on arrive à ce qu'on appelle occultisme. Je suis traditionnaliste, je suis chrétien orthodoxe, mais c'est pourquoi je ne puis pas me considérer occultiste, parce que je ne fais pas le mélange entre les idées modernes et les idées traditionnelles. J'étude
les idées modernes, mais mes idées sont les idées totalement appartenantes à la tradition. Donc, je suis chrétien orthodoxe, mais je suis chrétien orthodoxe traditionnaliste. Et c'est différence. La différence par rapport à un grand nombre de chrétiens qui considèrent la tradition chrétienne comme les métaphores, comme la conte morale. Donc, ils font la lecture de la chrétienté qui inconsciemment doit être en harmonie, réconciliée avec la physique moderne, avec les idées, disons, de la science européenne moderne. Donc, ils sont les occultistes. Les chrétiens, par exemple, qui nient l'existence des anges quand ils considèrent que les anges sont les inventions occultistes. En même temps, ce sont eux qui font le mélange entre la modernité, qui est antichrétienne et qui était toujours antichrétienne, séculaire, athéiste, matérialiste, totalement opposée à la vision traditionnelle qui durait jusqu'à la fin du Moyen-Âge en Occident et qui continue malgré tout, même aujourd'hui dans les cultures et les civilisations non occidentales. Donc, ce sont les gens qui font le mélange entre la modernité et la tradition, et ce sont eux qui m'accusent d'être occultiste parce que pour moi, la foi en existence des esprits désincarnés, des anges ou des démons, je suis la voix de mon église. On parle chaque jour dans les prières, dans la liturgie à propos des anges. Il y a disons la science des anges, il y a la doctrine sur les entités angéliques et démoniques et sur la lutte entre les démons et les âmes humaines se base sur toute la tradition ascétique de notre Église chrétienne orthodoxe, sur l'hésychasme, sur toute la tradition monastique qui est la seule vraie pour les chrétiens normaux. Et donc, c'est très intéressant. Je ne crois pas en reptiloïdes, je ne crois pas à aliens, UFO, OVNI et les choses comme ça. Je crois dans la doctrine de mon Église. Mon Église chrétienne affirme qu'il y a les âmes immortelles, immortalité des âmes, il y a les entités angéliques, il y a les entités démoniques, il y a l'antéchrist, il y a le Satan, il y a les démons, et qu'ils agissent dans le monde, dans l'histoire. Et Apocalypse, c'est une des contes, disons, assez sérieux, assez élaboré. Comment on arrive quand le démon s'est déchaîné, quand le Satan est libéré de ses chaînes, et avant la fin du monde. Donc, pour détruire les valeurs traditionnelles et pour renverser l'ordre. Ce qu'on voit dans la modernité européenne, c'est précisément ça. Donc, si on veut donner, disons, dégager les causes de la modernité, tout en étant chrétien, tout en appartenant à la société traditionnelle, à la vision traditionnelle, on arrive immédiatement
à cette lecture d'Apocalypse, mais la modernité s'est habituée de lire la tradition avec ses propres yeux. Mais ce que j'ai fait, comme les autres traditionalistes, comme René Guénon et les autres, nous faisons tout le contraire. Nous faisons la lecture de la modernité avec les yeux de la tradition, et non pas lecture de la tradition avec les yeux de la modernité. C'est la différence. Et quand on garde cette foi chrétienne, orthodoxe, très littéraire, je voudrais dire, comme il faut le faire, parce que si on répète toujours à propos de l'âme, de l'esprit, des anges, des démons, donc ça serait absolument normal d'en croire. Pourquoi pas? Quels sont les arguments qui peuvent détruire si on commence qu'il n'y a le Dieu, il n'y a pas rien, donc seulement la matière, l'évolution, etc., et sa biologie, les lois sociétales, sociologiques. Donc c'est une foi, une église de progrès, église de la lumière. Et il y a les autres églises, l'église chrétienne, ils sont opposés. Et quand on applique, disons, cette vision chrétienne ou des autres traditions, des autres religions islamiques, par exemple, aux juifs, aux hindous, au confucianisme, au bouddhiste, par exemple, on arrive à la lecture de la modernité et de la postmodernité avec les yeux de la tradition. Et immédiatement, on arrive à la conclusion que j'ai exprimé dans mon article. Tucker Carlson, j'ai fait l'entretien avec lui. C'est le personnage très bon, très sincère, très ouvert, mais il est chrétien. Nous avons parlé. Il m'a dit que je crois plus à l'Église, à ce que dit l'Église, que ce que dit les savants, disons la science, la politique, les journalistes actuels. Je suis le journaliste, mais peut-être le meilleur journaliste du monde. Je sais qu'est-ce que c'est être journaliste. Donc je crois, a dit Tucker Carlson, en Dieu, je crois en l'Église, je crois en la doctrine chrétienne, mais peut-être pour s'adresser aux personnes qui négligent, qui n'ont pas assez de savoir de l'Église, peut-être il choisit les images des entités spirituelles non humaines qui dirigent l'humanité. C'est en quelque sorte, c'est la vérité transparente. Pour les gens de l'Église, pour les traditionalistes, on est déjà depuis longtemps dans cette situation, ce n'est pas de nouveau, mais finalement, nous s'approchons, disons, le moment, je crois, le moment culminant, le point culminant de cette anti-civilisation où nous vivons. Et ce qui signifie aussi que là, on est vraiment dans une dimension eschatologique et que là, Absolument. on est dans un vrai combat spirituel entre le bien et le mal, même si effectivement, Absolument. J'aime pas trop parler de binarité, mais là, on est vraiment dans ça. Et nous, en Occident, on avait commencé justement à parler de ces valeurs, et en Occident, on a perdu toutes ces valeurs. Il y a l'inversion des valeurs, la perte de valeurs, la perte de spiritualité, et en quelque sorte, c'est vrai, je parlais de relier les points. Encore une fois, là, on peut encore relier les points et on arrive toujours à la même conclusion. Pour terminer, Alexandre Douguin, parce que ça fait déjà 1h30 et je sais que vous me consacrez quand même du temps et je vous en remercie, je voudrais quand même qu'on aborde l'avenir de ce monde multipolaire qui est voulu par Poutine. Est-ce qu'il est encore envisageable aujourd'hui dans ces conditions-là? Absolument, absolument. C'est le futur, mais c'est le futur positif. Si
si on saurait dépasser, disons, l'impasse où nous sommes, c'est le salut. Si on peut espoir d'en sortir de la crise où nous sommes, ça sera à travers la multipolarité, la restauration des civilisations basées sur les valeurs sacrées, sur les valeurs différentes, sur la sacralité différente, mais qui aurait le même trait commun, ce que la société sacrée n'est pas la société profane, la société sacrée n'est pas la société moderne. Donc cette supération, cet dépassement, ce dépassement de la modernité occidentale, matérialiste, athée, libéral, globaliste. Aujourd'hui, c'est la seule voie pour sauver, disons, l'humanité. Sinon, on est destiné à disparaître. Donc, il s'agit de principe de retour aux valeurs sacrées, et le retour aux valeurs sacrées ne veut pas dire que le retour aux valeurs sacrées seulement d'une seule religion. Chrétienne orthodoxe, islamique, védantique, bouddhiste, etc., etc. Donc, il s'agit de retour aux religions et traditions sacrées différentes. Mais le retour est commun, mais les traditions sont différentes. Et ici, il y a l'ennemi. Bien défini, bien clair, c'est le globalisme d'un type Soros, de Schwab, de Macron, de Biden, c'est le globalisme libéral, qui représente le progressisme, le meilleur au sombre ou non pas sombre. Donc c'est en quelque sorte la tradition contre anti-tradition qui est représentée par l'Occident moderne et post-moderne. Et le retour, c'est le retour aux racines, à l'essence, à l'identité, à l'être, en quelque sorte. Mais l'être, dans le cas de chaque civilisation est différent. C'est donc, il ne s'agit pas d'unification. Il ne s'agit pas d'une idéologie contre l'autre idéologie. Il s'agit de retour commun, disons, aux traditions différentes, et c'est la multipolarité. Trump avait, disons, la possibilité, la chance, aussi d'entrer dans ce passage-là. Marco Rubio, une fois, il a déclaré déjà que les États-Unis acceptent la multipolarité comme le fait. Dans ce cas, la seule chose à faire, qui restait à faire aux États-Unis, de trouver leur place dans cette multipolarité, s'affirmer comme un pôle civilisationnel entre les autres États et civilisations. Peut-être l'Europe pourrait prétendre d'être l'autre pôle dans le contexte de civilisation occidentale aussi, déclarant ses propres valeurs traditionnelles qui font de l'Europe ce qu'elle était, au moins qui sont les valeurs européennes. Donc, c'était la possibilité, la chance de faire le passage vers multipolarité d'une manière pacifique. Sans conflit. Mais il semble qu'aujourd'hui, Trump choisit l'autre manière de collaborer à la vision multipolaire en commençant la guerre
contre BRICS, en imposant les tarifs sur Inde, sur le Brésil, sur la Chine, en continuant la guerre contre la Russie en Ukraine, qu'ils déclarent qu'ils veulent arrêter, mais qu'ils continuent de donner les armes aux Ukrainiennes. Et donc, dans ce cas, l'Occident se rentre dans la création de mondes multipolaires d'une manière opposée. C'est donc en faisant la guerre contre la multipolarité, l'Occident se détruit lui-même en insistant sur cette anti-identité moderne et postmoderne, en reniant ses valeurs traditionnelles, ses racines, son identité, et attaquant la multipolarité qui est émergente. Et donc, c'est l'autre manière de faciliter cette création de monde multipolaire, et on voit comment on peut arriver à ça. Par exemple, vous savez qu'entre Inde et la Chine, il y a les problèmes assez sérieux, et finalement, il y avait des visites de Modi à la Chine depuis cette année, et aujourd'hui, après les tarifs imposés par Trump, Modi a déclaré qu'il va visiter la Chine. Donc, Trump joue le rôle positif pour la multipolarité, mais non pas d'une manière consciente, mais en essayant de détruire ce projet-là, ou défendre le dollar et les autres choses. Plus il insiste sur la guerre, sur l'attaque contre multipolarité, plus vite la multipolarité se crée. Donc on peut faire ça d'une manière positive ou négative. Finalement, on arrive à même conclusion. C'est peut-être aussi la stratégie de Trump, et ça a toujours été le cas des Américains, c'est la stratégie de l'hégémonie américaine. Peut-être qu'il mènera à sa perte, qu'il mènera les États-Unis à leur perte, en tout cas. J'espère. Ça sera la meilleure solution. J'aimerais terminer, Alexandre Douguine, si vous me le permettez, par un hommage pour votre fille, Daria, parce que le 20 août prochain, vous fêterez le triste anniversaire de sa disparition. Ça fera 3 ans qu'elle aura été assassinée. Il y aura une commémoration sur Paris le 23 août prochain, si je ne dis pas de bêtises. Et je voulais terminer par ça, voilà, pour lui rendre hommage et pour vous apporter aussi tout mon soutien à titre personnel. Merci beaucoup. Et je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité, surtout que vous avez répondu très rapidement à mes sollicitations. Je vous remercie beaucoup pour cet échange qui a été très instructif, et j'espère que les spectateurs seront enchantés par cette interview. Je les remercie aussi d'être restés jusqu'à la fin, et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouvel entretien, à la fois sur le Média en 442 et sur ma chaîne Kate TV. Merci beaucoup, Alexandre, et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.